Bonjour à tous pour cette dernière conférence dans le cadre du Forum des fournisseurs des circuits courts. Cette dernière conférence, elle aura pour thème réaliser une étiquette conforme et communicante. Je suis Chloé Godard du réseau des CIVAM normands. Je suis chargée de projet circuits courts. Je vais être accompagnée par Mathilde Rosette de la Chambre d'agriculture qui va prendre vos questions dans le chat. Et surtout, je vais être accompagnée par Florine Levin de Bio en Normandie, Laura Le Fur d'Alma Food et Joël Gigon, fondateur de l'agence de communication Caractère, qui vont nous parler de l'intérêt d'avoir une étiquette communicante qui donne envie, mais tout en conciliant les obligations réglementaires qui doivent figurer sur cette fameuse étiquette. Donc, je vais laisser la parole à Florine de Bio en Normandie pour nous parler des mentions de base d'une étiquette et des mentions notamment en lien avec l'agriculture biologique. Bonjour à tous, donc je suis Florine Leven au sein de l'association Bio. Tu peux passer. Bio Normandie est une association de producteurs bio normands dont le but est d'augmenter la production bio normande pour une consommation, si possible, bio locale, en accompagnant les professionnels agriculteurs et de l'alimentation et des métiers de bouche à cultiver et introduire et cuisiner des produits bio locaux. Tu peux passer, Chloé. Je vais commencer par vous poser une petite règle de base, la différence entre un produit préemballé et un produit qui n'est pas emballé ou un produit vrac. Un produit préemballé est un produit alimentaire qui est conditionné hors de la vue du client avant présentation au client. Donc ça peut être là par exemple des fromages emballés, ça peut être un paquet de farine, un paquet... tant qu'il y a un emballage autour, à la différence d'un produit vrac, où je vous ai mis une petite photo d'un étal de marché, sur les marchés de fruits et légumes en vrac, ce ne sont pas des produits préemballés. Je vais donc vous parler sur cette conférence de l'étiquetage des produits préemballés uniquement. Les produits préemballés sont soumis à un étiquetage obligatoire avec des mentions de base obligatoires préemballées. En particulier, tous ces produits préemballés doivent avoir une étiquette solidaire du produit, lisible et indélébile. Cette étiquette ne doit pas être cachée par une autre, ne doit pas être cachée par l'emballage et ne doit pas pouvoir s'effacer. Sur cette étiquette doit apparaître au minimum la dénomination de vente, le poids, la liste des ingrédients, en fait un certain nombre de mentions obligatoires, détaillées juste par la suite. Au niveau de la dénomination de vente et du poids, ils doivent être sur la même face visible et le cas échéant avec le titre alcométrique. La dénomination de vente, ce n'est pas la marque commerciale, c'est vraiment la dénomination du produit claire et compréhensible par le consommateur. Sur l'étiquette du produit préemballé, vous devez donc indiquer la liste des ingrédients en toutes lettres, avec la mention ingrédients 2 points en toutes lettres, et par ordre décroissant en poids des ingrédients, avec la mention du pourcentage des ingrédients qui sont mis en avant. Donc, par exemple, confiture de fraises, vous devez mettre le pourcentage de fraises. Ou purée à la châtaigne, vous devez mettre le pourcentage de châtaigne. Vous devez également indiquer les allergènes dans un caractère, une couleur ou les mettre en gras afin de les différencier des autres ingrédients pour qu'ils soient plus visibles par les consommateurs allergiques. Toujours, vous devez inscrire votre adresse et votre raison sociale du producteur. Donc, pour les produits fermiers, les produits transformés à la ferme, c'est souvent la vôtre. Le numéro de lot, bien sûr. Je rappelle qu'une fabrication correspond à un numéro de lot. Vous lui donnez la forme que vous voulez, mais vous devez pouvoir le retrouver et le tracer. Vous devez également indiquer sur l'étiquette, toujours de façon obligatoire,
soit la DDM ou la DLC. Donc DDM, date de durabilité minimale, DLC, date limite de consommation, avec les mentions à consommer de préférence avant le pour la DDM, donc pour les produits de longue conservation, et à consommer jusqu'au pour les produits en date très courte. Je ne m'étends pas sur le sujet puisque nous avons abordé ces 2 points à la conférence de ce matin. Oui, Chloé, oui, c'était bon. Je continue sur les mentions obligatoires, il y en a un certain nombre. Le mode de conservation et d'utilisation doit être également indiqué sur le produit pour des produits spécifiques, par exemple les sirops à diluer dans 10 verres d'eau, par exemple, ou bien à conserver au froid et à consommer rapidement. L'origine des ingrédients caractéristiques doit également être indiquée, par exemple herbe de Provence, si ce n'est pas de Provence ou autre cas. Et les valeurs nutritionnelles, selon les cas, si vous faites de la vente directe, remise directe au consommateur, vous n'avez pas besoin d'indiquer les valeurs nutritionnelles. En revanche, si vous vendez à des intermédiaires à plus qu'en circuit court, donc à plus de 2 intermédiaires, vous devez indiquer ces valeurs nutritionnelles avec l'analyse qui correspond. Oui, tu peux avancer. Il y a d'autres mentions obligatoires sur lesquelles je ne m'étends pas parce que ça dépend des produits. Donc, en lien avec les produits carnés, les produits laitiers, les produits surgelés, les produits avec de l'alcool, etc. Et puis, différentes mentions aussi qui sont réglementées, comme les produits fermiers, produits artisanaux, par exemple, vous devez être inscrit à la Chambre des métiers. Et produits avec la mention bio, évidemment, vous devez être... vous avez une mention bio, vous devez être certifié agriculture biologique. Tu peux passer, Chloé. Donc, sur le terme agriculture biologique, comme je le disais, donc, pour vous faire un petit exemple très rapide sur un focus d'une appellation contrôlée, donc vous devez mettre si vous écrivez biologique ou organique pour les produits en anglais et tous les diminutifs associés à bio, agriculture biologique, etc., vous devez être certifié pour pouvoir la mentionner. Et cette appellation, cette protection concerne l'étiquetage des produits, mais aussi la publicité et les documents commerciaux type flyer, catalogue, etc. Donc, un bref petit rappel sur l'utilisation des logos de l'agriculture biologique. Vous avez l'Eurofeuille au centre, qui est obligatoire sur les produits bio, et les 2 logos AB sont uniquement français. Le produit AB avec écrit certifié en haut est uniquement pour les produits complète le logo de l'Eurofeuille, et celui sans le certifié est uniquement destiné aux documents commerciaux et de communication. J'accélère puisqu'il me reste peu de temps. Et vous pouvez également mentionner le pays d'origine pour les produits bio comme pour tous les autres, avec la mention agriculture UE si 98% des ingrédients sont d'origine de l'Union européenne. Et vous pouvez également mettre agriculture biologique origine France si 98% des matières proviennent d'un même pays. Et bientôt, on pourra mettre également la région. Tu peux passer. Chloé. On peut passer s'il reste plus de temps. L'important, c'est de ne pas induire le consommateur. Je laisse la parole. Merci Florine. Bonjour à tous, donc moi je suis Laura, je travaille effectivement chez Alma Food, que je vous présenterai juste après, et moi je suis là donc pour compléter ce que Florine vient de présenter, pour présenter du coup comment répondre à ces exigences réglementaires tout en important une information pertinente aux consommateurs. Pour présenter un peu Alma Food, donc on est une start-up située à Rennes. Par contre, on travaille avec des producteurs de toute la France. Notre rôle, c'est d'accompagner les producteurs et les petits artisans dans l'étiquetage de leurs produits dans le sens réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas fournisseur d'impression. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner tout producteur de denrées alimentaires exclusivement
dans l'étiquetage au format réglementaire de ces produits. C'est-à-dire qu'on va les aider à générer vraiment le contenu réglementaire de leurs étiquettes et également du support de communication autour de ces produits, de leur origine, de leur composition, etc. Pour compléter un petit peu autour des valeurs nutritionnelles que Florine a abordées juste avant, l'idée, c'est qu'effectivement, pour les circuits courts, entre grosses guillemets, aujourd'hui, elles ne sont pas obligatoires. On a des règles effectivement bien spécifiques. On doit rentrer dans certaines cases, et notamment une qui va devenir un petit peu compliquée quand on veut diversifier ces circuits de distribution, c'est la limite des 100 km. Et la notion de circuit court, donc un seul intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Rapidement, en fait, on va se retrouver confronté à la notion de voilà, je vais avoir besoin de ces valeurs nutritionnelles sur mon étiquette pour pouvoir commercialiser dans tel magasin de producteur, dans tel magasin spécialisé ou autre. Nous, l'idée, c'est qu'effectivement, on sait que l'analyse nutritionnelle qui, du coup, aboutit à ces valeurs affichées sur l'étiquette, elle coûte relativement cher. On est sur entre 150 et 200 euros par produit. Ce qui, on le sait, est assez peu abordable pour des petites structures. Donc, l'idée, c'est que nous, on va permettre, en plus de générer donc, toutes les mentions obligatoires que Florine a listées, de calculer ces valeurs nutritionnelles à partir de la recette du produit. C'est quelque chose qui est autorisé par la réglementation. Donc, nous, sur la base de calcul, à partir des différents ingrédients, on peut arriver à des valeurs nutritionnelles qui sont relativement précises. On n'est bien sûr pas sur du niveau de précision d'une analyse nutritionnelle, mais sur quelque chose quand même qui s'en approche un maximum. Voilà pour présenter un peu nos services. L'idée, c'est que là, moi, je veux parler un petit peu des attentes des consommateurs en termes justement d'informations sur les produits alimentaires. On sait aujourd'hui, alors suite à des études, qu'on a 8 Français sur 10 qui s'informent sur les produits alimentaires qu'ils achètent, donc soit avant l'achat, soit au moment de l'achat. Et au moment de l'achat, on observe qu'on est quand même, un consommateur sur deux va renoncer à acheter un produit alimentaire quand, en fait, il se retrouve face à l'étiquette du produit en magasin et qu'il considère qu'il manque d'informations. On est quand même encore un petit peu aujourd'hui dans cette idée de défiance qu'ont les consommateurs français vis-à-vis de leur alimentation suite à toutes les crises alimentaires qu'on a pu connaître. Même si c'est beaucoup moins visible et senti sur les circuits courts, on a quand même cette notion de je veux avoir l'information complète sur mon produit. Notamment, alors on a effectivement la question d'allergènes qui se pose et qui est là pour le coup est clairement la plus importante. On a une notion de sécurité du consommateur, mais on a également de plus en plus d'attentes en termes d'origine, de transformation du produit qui là sont importantes. Donc on a vraiment des consommateurs qui attendent une information très complète et très transparente sur l'étiquette du produit. Tu peux effectivement passer à la prochaine. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a tout un enjeu, même pour de la vente en circuit court, où le consommateur en fait, est tellement habitué à voir toutes ces informations sur le produit qu'il va trouver en grande surface. Même le tableau des valeurs nutritionnelles, on s'est rendu compte que c'est un élément maintenant qui parle en fait. On sait que, le consommateur en plus l'avoue, moi la première, pas facile à lire ce tableau, par contre il rassure quand il est présent. On sait, chacun en fonction de son régime alimentaire ou autre va chercher la petite information qu'il veut dans ce tableau. Et quand il n'y est pas, on a, je généralise, ce n'est pas pour tous les consommateurs, mais certains quand même trouvent que c'est une information qui va manquer. Donc, on a un enjeu aujourd'hui pour les circuits courts d'apporter plus d'informations que ce qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr, de respecter les normes. On se rend compte que malheureusement, pas mal de produits aujourd'hui qui sont présents sur les étals, dans les marchés ou autres, ont quelques petites non-conformités qui apparaissent. Donc, l'idée, c'est de bien, dans un premier temps, répondre à ces obligations réglementaires, de prévoir également les évolutions à venir. Il y a beaucoup de discussions avec toutes les lois Egalim, etc. Il y a beaucoup de discussions sur justement ces règlements d'étiquetage, comment ils vont évoluer. Il y a beaucoup de mentions qui sont en discussion encore pour apporter encore plus d'informations sur les étiquettes. Donc, se tenir au courant des évolutions à venir et en fait se servir de ces obligations-là pour en tirer profit et aller vraiment vers plus d'informations pour le consommateur. L'idée, c'est vraiment de recréer du lien, d'aller non pas uniquement sur les informations obligatoires, mais également aller sur des informations complémentaires pour vraiment répondre à ces attentes-là. Là, je vais pouvoir vous présenter
voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a de nouveaux modes de distribution qui se développent, notamment le e-commerce et le vrac dont on a parlé tout à l'heure, où là, on a quand même une croissance qui est assez importante de ces deux modes de distribution qui, en fait, représentent un enjeu assez important en termes d'information sur le consommateur. On sait que du coup, le e-commerce, le consommateur n'a pas le produit devant les yeux, n'a pas l'étiquette, donc il y a tout un intérêt à communiquer en ligne directement l'information de façon claire au consommateur. Et au niveau du vrac, on a ce problème il n'y a pas d'étiquette sur le produit. On voit du coup tout l'enjeu du digital aujourd'hui pour réussir à informer les consommateurs. Vous savez, voilà, le consommateur a toujours, enfin, on est tous, on a toujours notre téléphone dans la poche et il y a de plus en plus de solutions qui se développent pour communiquer vraiment sur le produit au travers du digital. Donc, je vais accélérer. Donc, j'ai juste deux petites slides à vous présenter ensuite sur ce que nous, justement, on essaye de développer au niveau du digital aujourd'hui. On essaye d'aller un petit peu plus loin que l'étiquette physique du produit en développant une étiquette numérique sur Internet qui puisse être accessible par un téléphone, qui permette d'avoir, bien sûr, toutes les informations légales qui sont obligatoires du fait de la réglementation au niveau d'une fiche détaillée, mais on permet également d'aller un petit peu plus loin en termes de traçabilité ou au moins de transparence de l'origine avec des notions de petites cartes interactives pour voir l'origine des différents ingrédients et même de pouvoir partager ces données au format numérique, par exemple, pour des distributeurs qui vont demander des fiches techniques ou autres. Là, de pouvoir avoir tout en fait centralisé au même endroit, que tous puissent avoir accès et puis limiter le temps du producteur de communication de ces informations. Et juste la petite dernière, je vais prendre 30 petites secondes. Où en fait, là, l'idée, en termes de pédagogie, c'est d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir présenter également, pas que le produit, mais aussi l'exploitation, sur une fiche vraiment détaillée de l'exploitation, et surtout des modes de production qui intéressent de plus en plus les consommateurs, il faut le savoir. La pédagogie aujourd'hui sur les méthodes de production est vraiment très importante. Le consommateur avait vraiment perdu ce lien avec l'agriculture et cherche à le retrouver. Donc aujourd'hui, communiquer sur ces modes de production, c'est vraiment essentiel. Difficile à mettre en place sur l'étiquette, mais on a plein d'autres moyens pour mettre en avant. Voilà, désolée d'avoir un petit peu dépassé. Il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Gipon de Caractère. Bonjour. Alors, on vient de voir en effet que l'emballage était une source d'information importante. C'est d'ailleurs son rôle essentiel. Après, évidemment, la conservation des aliments. Le deuxième rôle qui est loin d'être le plus négligeable, c'est vendre également. Il doit vous aider à vendre. Donc, l'emballage, c'est votre vendeur silencieux. Donc, c'est un terme qui est intéressant à avoir en tête puisqu'il va pouvoir finalement vendre à votre place quand vous n'êtes pas présent derrière le produit. Alors, je m'appelle Johan, j'ai fondé récemment l'agence Caractère, une agence de communication qui est entièrement dédiée au circuit court. Donc, j'ai un master en marketing des produits alimentaires, 15 ans d'expérience en marketing et communication. Et donc, j'ai créé l'agence Caractère qui est 100% dédiée au terroir, donc aux agriculteurs, éleveurs, producteurs en circuit court. Donc, je suis situé en Eure-et-Loire, c'est important de le préciser, parce que je travaille principalement avec des producteurs de la région, Centre, Normandie, Île-de-France. Donc, Caractère propose un accompagnement de A à Z, du conseil, la création, l'impression et la création de sites web. Donc, du conseil en marketing et en communication, de la création de logos, de packaging et de tout support imprimé, mais également la fourniture des documents imprimés et également la création de sites web et gestion de réseaux sociaux. Alors, on a l'habitude de dire qu'on achète d'abord avec les yeux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez vrai. Alors, j'aime rajouter quand même, surtout dans le domaine de l'alimentaire, qu'on rachète avec la bouche. C'est-à-dire que acheter avec les yeux, c'est le premier effet qui est important. Racheter avec la bouche, c'est la fidélisation. Un beau produit, certes, va être acheté, mais ne sera pas racheté quand il est mauvais. Par contre, un bon produit beau va être acheté la première fois et racheté par la suite. Alors, on est tous conçus pareil, c'est-à-dire que le beau nous attire, et c'est vrai même pour les produits locaux. Et quand un producteur soigne son image, ça rassure le consommateur. Ça donne une image aussi d'un agriculteur qui prend soin de son image et donc de sa ferme, de ses animaux, de sa qualité. Le packaging, c'est la première chose que le consommateur va voir au moment d'acheter. Pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, on estime qu'un consommateur met 30 secondes à se décider quand il a tous les produits face à lui.
Il voit dans une grande surface à peu près 250 produits par minute et 8 fois sur 10, quand un produit est pris en main, il est ensuite acheté. Donc, dans ce contexte-là, votre étiquette, elle doit absolument attirer l'œil pour se démarquer de toute cette concurrence. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est bien pour la grande surface, peut-être que vous ne vendez pas en grande surface ou peu. C'est la même chose dans une épicerie, dans un magasin de producteurs ou même sur un étal. Vous devez probablement vendre vos produits sur un étal de marché, par exemple. C'est la même chose, vous avez vos produits qui vont être disposés, qui doivent être vus et attirer l'œil. Vous avez peut-être un site internet pour vendre vos produits, eh ben, c'est pareil, en général, on met la photo de son produit et donc pareil, l'étiquette doit aussi attirer l'œil. Donc vous devez attirer l'œil, retenir l'attention du consommateur et lui faire prendre en main le produit. On peut voir, voilà, super. La suivante. Alors, comment rendre mon étiquette attirante? Ben, on va voir justement les 5 points qui sont affichés. 5 critères vraiment pour la partie graphique de votre étiquette. La couleur, la typographie, les images, sa forme et également le métier d'imprimeur qui va être la matière et les finitions. L'objectif étant de vous démarquer de la concurrence, mais aussi de faire en sorte que ça vous corresponde. Elle doit absolument être un reflet de votre image, de votre identité et de votre personnalité. Alors, si on commence par la couleur, vous avez 2 options, c'est-à-dire respecter un peu le code des couleurs. Il en existe plusieurs en fonction, par exemple, à gauche de ce que ça va exprimer, le rouge, le orange, la passion, le noir, le côté élégance, luxueux. Ça, c'est plutôt, on va dire, les normes subjectives. Et puis les normes telles que, par exemple, le code couleur HACCP que vous connaissez peut-être, où forcément le poisson va être plutôt bleu, la volaille va être plutôt dans les oranges, etc., etc. Et puis, vous avez aussi l'option de vous démarquer de la concurrence, de vous démarquer des codes pour surprendre. Je vous ai mis un exemple, par exemple, voilà, on peut avoir des couleurs complètement atypiques pour du lait, pour des jus de fruits ou autres. Ça vous permettra vraiment de vous démarquer et d'attirer l'œil. Là, je vous donne ensuite des exemples concrets de choses qui ont été réalisées. Par exemple, la couleur va être également très importante pour distinguer des produits au sein d'une même gamme. Si vous avez par exemple beaucoup de produits avec des saveurs différentes, bah, l'utilisation d'un code couleur va être important pour distinguer et faire un bel effet de gamme. Ensuite, le deuxième point après la couleur va être donc la typographie. Donc la typographie, c'est le style d'écriture. Donc plusieurs points importants, évidemment la lisibilité, alors notamment pour des aspects premièrement réglementaires. Il faut qu'il y ait des tailles minimum à respecter. Vous allez mettre plutôt le nom du produit en gros et au centre, donc la dénomination, et puis les informations réglementaires qui vont respecter bien entendu les tailles réglementaires, plutôt sur le côté ou à l'arrière, enfin tout ce qui peut être à l'arrière. Ensuite, pensez aux espaces, c'est-à-dire que la face principale, là je vous ai mis un exemple d'une face principale d'un produit, d'un sirop par exemple, on doit retrouver les informations essentielles et ça doit être hyper clair, et ça doit être lisible pour voilà, vraiment qu'on comprenne en un clin d'œil les informations clés. Et puis, ça va être aussi le style. Donc, quel type d'écriture vous allez vouloir en fonction de la façon dont vous allez utiliser une écriture plutôt manuscrite, qui va faire plutôt ressortir le côté fait main et authentique, une écriture plutôt majuscule, plutôt vintage. Vous allez avoir des styles différents d'écriture qui vont vraiment donner une image différente. Là, vous voyez, par exemple, les plaisirs du potager, on a un style complètement différent de Powerline qui donne vraiment une impression de dynamisme. Et Cronenbourg, beaucoup plus authentique et une écriture un peu plus vintage. Là, quelques exemples d'usages différents justement de typographie. Sur la côté gauche, voilà, par exemple une étiquette un peu plus enfantine avec un dessin et c'est cohérent avec l'image. Et puis sur la droite, on va être dans le côté un peu plus vintage avec des écritures en majuscules pour le nom de marque et puis l'écriture, une écriture manuscrite, le côté authentique. Le point suivant, ça va être l'utilisation d'images. Donc on va pouvoir utiliser des illustrations ou des pictogrammes. Donc ça permet de faciliter l'identification du produit. Par exemple, si le contenant est opaque, bon ben, voilà, on a un grain de café, on va dessiner un grain de café. Ça peut être pour mettre en avant un fruit, un ingrédient. Vous avez une recette à la fraise, vous allez pouvoir mettre le dessin d'une fraise. Ou par exemple aussi l'espèce animale pour la représenter. Ça, c'est pour la partie illustration. Pour la partie photo, vous allez pouvoir utiliser par exemple une photo de vous. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez utilisé. Ça rend le produit plus humain, plus authentique. Ça montre réellement qui est le producteur derrière ce produit. Je mettrai un petit attention à l'utilisation de certaines photos qui vont donner une image assez industrielle, telle que l'exemple que je vous ai mis, qui est assez, voilà, la photo réelle du fruit, par exemple, ou d'un autre ingrédient.
n'est pas forcément très pertinent. Et puis, autre conseil aussi, les photos d'un animal vivant quand on est sur un produit de viande, c'est jamais forcément très apprécié. Donc voilà quelques exemples d'utilisation de photos et de pictogrammes où là, par exemple, on va avoir sur la gauche la photo du producteur et un petit dessin de la volaille, et sur la droite, la photo de famille de l'éleveur qui rend vraiment le produit authentique. La forme, alors on peut jouer aussi sur la forme de l'étiquette en l'occurrence. Vous pouvez oser des formes assez originales. Côté technique, on va justement y venir. Vous avez, notamment pour la partie étiquette, des imprimeurs qui vont fonctionner sous forme de découpe laser. Donc ça permet d'avoir de faire des découpes complètement originales sans avoir des coûts trop importants d'outillage. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple juste après, voilà, dans l'exemple qui a été réalisé avec quelqu'un qui produit des pommes de terre. Donc, on a fait une étiquette forcément en forme de pomme de terre, et cette étiquette va se retrouver sur tous les produits de la gamme, sur également des légumes transformés, sur vraiment tous les produits qui sont faits par ce producteur. On aura cette forme d'étiquette en pomme de terre qui change un petit peu. Et puis le dernier point, c'est la matière et les finitions, c'est à ne pas négliger. Donc là aussi, être conseillé aussi sur cet aspect-là par votre graphiste ou votre imprimeur qui va vous faire vos étiquettes, c'est être premièrement la matière. Donc on va pouvoir avoir un choix énorme de matières. Le classique, un papier plutôt lisse. Et puis on va pouvoir utiliser des papiers texturés qui vont donner un aspect plus naturel, rugueux. On peut utiliser des papiers recyclés, on peut utiliser un papier craft. Évidemment aussi des papiers, en tout cas des colles avec contact alimentaire. Et puis après, il y a le choix des finitions. Donc, les finitions pour protéger l'étiquette, donner un aspect verni, brillant ou mat. On va pouvoir utiliser après pour des rendus un peu plus luxueux, le gaufrage, la dorure, le relief. Alors, on va être sur des étiquettes un peu plus, sur des marchés un peu plus luxueux. Un exemple pour terminer, là, des étiquettes qui ont été réalisées pour un éleveur en papier craft. Et donc, toute la charte graphique est également en papier craft. Et sur la droite, on est par exemple sur une carte de visite qui est faite sur papier recyclé à base de fibres de foin. Donc là, c'est vraiment un produit entièrement naturel. Donc ça contribue aussi à votre image de marque et à votre engagement, par exemple, pour le respect de la planète. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous les trois. Il me semble qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vais laisser Mathilde reprendre la main là-dessus. Oui, alors il y a une question sur la détermination des dates limites DDM et DLC. Donc, comme l'a dit Florine, ça a été abordé ce matin dans une des conférences, donc on ne va pas s'épancher là-dessus. Rapidement, donc, on a vu que c'était déterminé donc, par des analyses microbiologiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter AgroQual qui avait donné la conférence et qui pourra vous répondre. Sinon, pour l'étiquette en ligne. Regarder en replay peut-être la conférence. Oui, elle sera en replay quelques temps après l'événement aussi. Pour Alma Food, il y a une question. Donc, l'étiquette en ligne, où peut-on la lire? Plateforme spécifique, intégrer à son site, etc. Et peut-on suivre ce qui est consulté comme information par les acheteurs? Alors, c'est justement en fait cette étiquette-là que j'ai présentée est en développement, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de tout. Donc, l'idée, on n'a pas de plateforme spécifique pour le moment. Là, on le fait sur des pages de notre site internet. L'idée, c'est de pouvoir l'intégrer en fait directement au site internet des producteurs pour faciliter après la prise en main et puis la modification éventuelle de l'information. Et en général, tout dépend après du serveur qu'on a pour notre site internet, mais l'idée, c'est qu'on peut voir le nombre. Il y a des outils, il y a des petits modules proposés par les fournisseurs de sites internet qui permettent de voir les utilisations à ce niveau-là. Oui. Merci. Alors, plutôt pour caractère, donc comment se passe l'accompagnement pour la réalisation d'une étiquette? De mon côté, alors ça, tout va dépendre du produit, mais on va être sur comme pour toute création graphique, c'est-à-dire qu'on va avoir un échange et un rendez-vous pour pouvoir échanger sur, premièrement, votre activité, vos produits, votre marché, votre circuit de distribution. Important de savoir si vous vendez plutôt vos produits sur Internet, sur un marché, sur une grande surface.
on va avoir une étiquette qui va être complètement différente. Votre cible de consommateur aussi, plutôt jeune, plutôt âgé. Et puis, votre identité graphique, si elle existe déjà. On va plutôt s'inspirer des éléments graphiques qui existent déjà si c'est le cas. Sinon, on va pouvoir créer quelque chose de toute pièce. Et donc, après, en fonction de ces éléments-là, il y a plusieurs propositions graphiques qui sont faites. C'est comme pour toute création graphique. Voilà, vous allez avoir plusieurs propositions. Vous avez le choix de choisir une des propositions, de faire toutes les modifications nécessaires. Et également, si vous le souhaitez, de vous accompagner jusqu'à la fourniture des étiquettes, donc proposition de tarifs, de devis en fonction de vos quantités, proposition de matière, et livraison des étiquettes directement chez vous ou directement chez un prestataire si vous sous-traitez la fabrication. Ce que je fais régulièrement, c'est voilà, la livraison directement chez le prestataire avec des rouleaux adaptés aux étiqueteuses automatiques pour faire de la pose automatique. Et donc, voilà, vous récupérez vos produits déjà étiquetés chez votre prestataire de transformation. Très bien, merci. Une autre question sur les 2-3 choses à éviter sur une étiquette quand on doit allier réglementation et esthétique. Alors, peut-être Johan, et puis peut-être que Laura de Alma Food voudra compléter après. Alors, c'est toujours un juste équilibre, c'est-à-dire que il faut faire en sorte d'apporter toutes les informations qui sont utiles aux consommateurs, ne pas avoir tendance à vouloir les cacher, enfin, c'est de trouver voilà, le bon équilibre. Il y a des choses qui doivent être déjà obligatoirement de face, on l'a vu. Le poids, notamment, c'est quelque chose qui ne doit pas être mis à l'arrière. Après, ça s'allie en général très bien, c'est-à-dire que l'enjeu, ça va être la place, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a souvent des contenants qui sont un peu limités, toujours des formes petites. Alors, il y a des réglementations qui s'adaptent. Hein. Par exemple, sur des tailles de logo, vous avez, c'est peut-être plus dans le réglementaire, mais c'est important d'avoir un partenaire qui connaît un petit peu ces normes-là, parce que sinon, si vous êtes certifié bio, vous allez avoir des allers-retours de correction. Donc, il y a des tailles minimales pour des emballages plus petits, avec des surfaces plus petites. Donc, le logo doit faire 1 centimètre. Et pour des petites étiquettes, vous avez une dérogation pour les faire un peu plus petites. Donc, ça permet quand même de s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on doit éviter voilà, de cacher les informations réglementaires, je dirais. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur la partie réglementaire. C'est vrai que ça va être plutôt de votre côté, je dirais. Au niveau réglementaire, c'est vrai que là, pour le coup, les choses à éviter ou autres, j'en ai pas forcément. Là, le souci, c'est plus des contraintes qu'il faut obligatoirement respecter. En termes de taille de caractère, ça, c'est souvent le cas que j'ai, c'est qu'on veut tellement mettre d'informations, parce que c'est vrai que quand on produit en circuit court, on a envie de le dire que c'est de l'élevage en plein air, qu'effectivement, on ne donne pas d'antibiotiques, etc. Souvent, quand on veut trop en mettre, le souci, c'est qu'à niveau taille, après, il y a un couac. J'ai aussi le cas souvent, en fait, on veut mettre tellement justement de petits pictos, de petits labels, qu'il y a un moment donné, en fait, ne pas se noyer dans les labels. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des certifications. À partir du moment où on dépasse 2 certifications, 2 labels sur une étiquette, le client est perdu. C'est la chose que je retrouve. Pardon. Et du coup, vu que vous parliez des labels, c'est vrai que des fois, quand on parle des caractères, on a tendance, sinon des étiquettes, vous voyez, je pense qu'il faut qu'elles soient aussi toujours lisibles et pas vouloir tout mettre et du coup avoir le défaut peut-être qu'on n'arrive plus à lire les informations. Et en parlant des labels, il y a quelqu'un qui nous demande quelle est la réglementation concernant les labels de recyclage. Alors, je ne sais pas. Peut-être dire un petit mot. On parle du point vert, là, éco-emballage, c'est ça, je suppose. Sur les emballages recyclables, précise ça la personne. Ça, c'est théoriquement obligatoire. Tout emballage, tout produit préemballé, emballé doit pouvoir obligatoirement, vous devriez normalement tous, à partir du moment où c'est un produit emballé, payer la cotisation éco-emballage et l'afficher sur le produit. Théoriquement aussi, il est interdit d'afficher ce petit logo éco-emballage si vous ne payez pas la cotisation. Voilà, il y a encore un peu de progrès à faire au niveau des productions fermières là-dessus, mais théoriquement, c'est obligatoire. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'aurais peut-être juste une
question pour Joanne. Est-ce qu'on a vu l'intérêt de parfois mettre une photo ou ce genre de choses sur une étiquette ou en tout cas sur le produit? Est-ce que vous avez la possibilité de, entre guillemets, faire le photographe et réaliser les photos ou il faut que ce soit fait en amont par le producteur? Alors, moi, dans mon accompagnement, justement, mon rôle, c'est de réellement être le seul interlocuteur du producteur pour lui faciliter le travail. Donc c'est-à-dire qu'on s'adapte. Si le producteur a déjà sa photo, souvent, elle m'est fournie dans 8 cas sur 10, la photo m'est fournie et on arrive, parce qu'on a rarement des grosses étiquettes, à avoir quelque chose de qualité. Donc ça convient très bien, puis on fait un peu de retouche, enfin sans dénaturer la réalité, bien entendu, mais pour qu'elle soit plus jolie. Et donc voilà, des photos de téléphone, ça fonctionne, on arrive toujours à faire quelque chose. Et puis sinon, si réellement il y a un besoin, alors juste pour une photo, pour une étiquette, on ne va pas faire déplacer un photographe en général, mais par contre, il m'arrive de proposer des forfaits de photos. Donc là, c'est un métier, en général, je travaille avec des photographes. Donc voilà, pour tous les métiers où il y a besoin d'une prestation autre, enfin en tout cas d'une expertise autre que je n'ai pas, je prends exemple voilà, la vidéo, la réalisation de photos, la réalisation, tout ce qui va être fabrication et pose de panneaux de ferme, de signalétique, de marquage sur des véhicules, ce genre de choses. Là, on a une expertise particulière. Donc là, je fais appel à des prestataires avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui sont situés dans la région et donc qui vont pouvoir intervenir. Donc, pareil, sur le même principe, je fonctionne sous forme de forfait tarifaire, donc un prix fixe, et on va faire des demi-journées, par exemple, de photos, où on va profiter en fait de faire photos du producteur, photos de ses produits. On va faire toute une série pour avoir vraiment une photothèque qui va être utile, notamment quand on fait un site internet. Ça, c'est indispensable, un site internet, il faut des belles photos. Pour alimenter une page Facebook, et puis on s'en servira aussi pour les packaging. Donc là, c'est vraiment du coup voilà, un package photo qui permet d'accompagner sur plusieurs supports pour que ce soit rentabilisé, quoi. Okay, merci beaucoup. Mathilde, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Je ne crois pas, mais... Non, c'est bon, il n'y en a plus d'autres. Donc, merci d'avoir répondu aux questions des... Il y en a une qui vient d'arriver. Je viens d'avoir une qui vient juste d'arriver à l'instant. Alors, allez-y, parce qu'elle ne s'est pas affichée, moi. 16h08. Est-ce possible de développer des sacs réutilisables ou non destinés à du vrac? Florine, est-ce que c'est une question réglementaire peut-être? Tu as la réponse. Alors, pour tout ce qui est sac réutilisable, si ça... alors, le monsieur il dit des sacs personnalisés. Alors, oui, les magasins vrac proposent, mais dans ce cas-là, ils le vendent aux clients et c'est aux clients de le laver. En fait, il met dedans ses propres produits. Après, pour tout ce qui est bocaux destinés au vrac, c'est toujours pareil, c'est aux consommateurs de le nettoyer mais c'est pas au magasin. Le magasin ne peut pas réutiliser pour remplir et revendre un bocal. Voilà, il faut que ce soit du neuf pour l'instant. Ou que ça passe par un centre de lavage agréé. Je suppose que derrière la question, du coup, il y a aussi... en gros, est-ce que c'est possible que Alma Food, ou en l'occurrence peut-être plutôt Caractère, fasse des designs pour des tote bags ou ce genre de choses? Je suppose qu'il y a aussi la possibilité... La question, moi, je la comprends aussi comme est-ce que c'est possible avec vos entreprises de créer ça et de développer ça? Oui, on peut voir des choses dans les deux sens, la question dans les deux sens. Mais pour répondre à la question, oui, complètement. Sac réutilisable, sac en toile de jute, par exemple, avec un marquage, du logo, justement, voilà, pour faciliter le transport, complètement. Sac papier recyclé, sac toile de jute, sac coton aussi, on peut faire ce genre de choses. Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Alma Food, Caractère, Bureau Normandie pour la conférence. Je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée sur la question des tarifs et des choses comme ça. Je vous propose de prendre directement contact aux fournisseurs, sur les fournisseurs qui sont avec les fournisseurs, je vais y arriver, qui sont présents à la conférence. En plus, on a quand même pris un petit peu de retard, donc voilà, pour toutes les questions un peu tarifaires et puis même au-delà de l'aspect tarifaire qui sont vraiment très personnalisés selon votre cas, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Alma Food ou Caractère quand vous allez dans l'onglet fournisseurs.
C'était la dernière conférence, mais la journée n'est pas terminée. Vous pouvez encore prendre contact avec les fournisseurs par rendez-vous, et surtout, même si vous n'êtes pas dispo, n'hésitez pas à prendre leurs coordonnées pour les contacter plus tard. C'est aussi ça l'intérêt du forum. Voilà, j'en profite pour remercier Alma Food et Caractère. Je vais juste voilà, vous êtes rendu disponible pour la conférence et pour la journée. C'était super. Florine également, vous complétiez très bien tous les trois. Donc je pense que ça intéressait beaucoup les gens qui étaient présents avec nous. Je vais faire 5 ou 10 minutes de clôture de la journée. Donc, si vous souhaitez vous déconnecter, voilà, je vous en laisse l'occasion. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. À vous. Donc voilà, pour les gens qui sont encore connectés avec vous, comme je le disais, c'est la fin des conférences, mais la journée n'est pas terminée. Vous pouvez encore prendre des rendez-vous avec des fournisseurs, et surtout, vous pouvez, le site sera toujours en ligne, donc vous pourrez en profiter pour prendre les coordonnées des gens, comme le disaient Florine et Mathilde tout à l'heure. Dans un second temps, les conférences seront mises en ligne, donc vous pourrez aussi les visionner en replay s'il y en a certaines que vous n'avez pas vues. Il y a d'ailleurs celles de l'année dernière qui sont encore sur le site. Voilà, je voulais remercier voilà, Bio en Normandie, la Chambre d'agriculture et puis la région qui ont fait que ce forum a pu avoir lieu. Voilà, c'était la 2e édition cette année. Encore une fois, en digital, il y a eu plus de 160 inscrits, donc ce qui est vraiment bien. On voit que le sujet des circuits courts est encore une fois un sujet qui vous intéresse, qui mobilise et qui voilà, intéresse encore, ou en tout cas sur lesquels il y a encore des questions auxquelles on n'a pas des réponses. Sur les conférences, on a eu entre 20 et 50 personnes qui étaient connectées à chaque fois selon les sujets, donc c'est aussi une réussite. Donc voilà, c'est parce que vous êtes là que c'est un grand succès, donc merci. Il y aura, pour terminer, il y aura une 3e édition en 2022 qu'on espère en présentiel cette fois-ci. Donc voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant le moment venu. Et je réitère en vous rappelant voilà, que les conférences se terminent là à 16h15, mais que la journée n'est pas terminée, que vous pouvez encore solliciter tous les fournisseurs qui sont présents. Et surtout, vous pouvez en profiter aussi pour vous faire un petit carnet d'adresses et de contacts voilà, de fournisseurs potentiels ou d'accompagnateurs potentiels si vous avez un projet en circuit court. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. Nous, ça nous aide beaucoup pour faire un événement qui soit adapté à vos besoins. Donc ça nous aiderait beaucoup si vous pouvez le remplir. Donc merci d'avance à ceux qui vont prendre les 5 minutes pour le remplir. Voilà, je remercie encore entre autres Mathilde et Florine pour l'organisation de l'événement et la région. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et voilà, n'hésitez pas encore à contacter des fournisseurs qui sont encore présents. Merci à tous. Merci Chloé, merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.